Grendelir, Nicole de Fréminville, Marie Dier, Cathy Rouverol, Chanta Hang, Louise Caron, André Gardy, Jean-Paul Pascal, c'est la voix au chapitre. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, Chanta Hang pour son témoignage sous le joug meurtrier des rizières rouges, édité par Publibook. Bonjour Chanta Hang. Bonjour monsieur. Nicole de Fréminville de la librairie de la Porte des Mots ne sera pas avec nous aujourd'hui pour des problèmes techniques. Nous n'avons pas pu enregistrer sa chronique, mais nous la retrouverons le mois prochain. Nous aurons André Gardy au téléphone pour parler de sa dernière publication, La Source du Diable, paru chez TDO Éditions, une version revue et corrigée de son roman Le Train sous la neige. Et nous terminerons avec Louise Caron, si elle arrive à trouver les chemins du studio, mais elle est en route et nous l'espérons pour dans peu de temps. Donc Louise Caron pour sa très belle chronique des jours de cendre aux forges de Vulcain. Voilà, et je me tourne donc maintenant vers Louise Caron, qui a eu le temps de reprendre son souffle. Oui, merci. Donc après, je voudrais préciser que je suis entièrement responsable de votre retard pour vous avoir donné de mauvaises indications sur la situation du studio. Enfin, pas d'indications du tout même. Après ce départir paru en début 2013, si je me souviens bien, vous voici de retour en littérature avec Chronique des jours de cendre. Alors c'est un roman dont l'action se déroule à Bagdad en 2007. Avant de parler du roman lui-même et de ses personnages, est-ce que vous pourriez, comme l'a fait Chanta Hang tout à l'heure, nous rappeler un peu le contexte historique, Louise ? Eh bien, le contexte historique, il s'agit donc de deux pays qui sont en guerre, et pas seulement depuis 2007, les États-Unis et l'Irak. L'Irak connaît des guerres à répétition depuis les années 80, la guerre Iran-Irak, et puis à partir la guerre du Koweït, et puis après 10 ans d'embargo. Et enfin, la décision après le 11 septembre de la part des États-Unis d'aller se débarrasser de Saddam Hussein et des armes de destruction massive qui sont censées être dissimulées dans des hangars en Irak. Et donc d'aller installer la démocratie en Irak. Donc le contexte historique, il est là. Donc on a deux pays en présence. Et puis, il y a des gens derrière ces deux pays. Il n'y a pas que les pays. Il y a l'armée, mais dans l'armée, on a des soldats qui quand même, pour certains, pensent, réfléchissent. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont occupés par un occupant qui massacre, qui tue, et ces gens-là prennent aussi les armes et massacrent et tuent à leur tour, et on entre dans une sorte de spirale infernale où chacun doit entrer dans un camp, et l'humanité est complètement oubliée derrière les prises de position des uns et des autres. Voilà, on a vraiment l'impression que les gens se trouvent dans l'obligation d'entrer dans cette spirale, même s'ils ont des résistances personnelles, hein. Disons qu'ils trouvent des motifs. Bon, tout d'abord, il y a bien sûr la propagande. Les opposants à l'armée d'occupation des États-Unis, ces opposants cherchent par tous les moyens des gens qui vont combattre dans leur rang, pas forcément pour combattre l'occupant, mais pour combattre au nom d'une autre vision du monde, au nom de l'islamisme par exemple. Même si Saddam Hussein, par exemple, de son côté, n'était pas du tout lié à Al-Qaïda. En revanche, les factions qui se sont mis dans les années 2006-2007, après la guerre engagée après le 11 septembre, eh bien, ces gens-là ont une idéologie. Et cette idéologie, elle est de chacun. Parce que c'est compliqué. Il y a plusieurs factions, il y a des sunnites, il y a des chiites. Je vais pas rentrer dans les détails, mais chacun veut avoir sa part du gâteau. En fait, dans la démocratie naissante et installer quelque chose qui n'est pas forcément ce que j'appellerais moi la démocratie. Et on voit où on en est arrivé aujourd'hui avec, on va dire, 7 années de recul. Qu'est-ce qui vous a conduit à situer votre histoire dans ces temps et dans ces lieux et dans un contexte aussi compliqué et aussi particulier ? Parce qu'à ma connaissance, peu de romans, sinon pas du tout, se déroulent à cette époque-là et à Bagdad. Alors c'est une histoire qui remonte à longtemps.
En fait, j'ai été très troublée dès la première guerre du Golfe, dès que les États-Unis sont intervenus après que l'Irak ait envahi le Koweït. J'ai été très troublée par les bombardements, par tout ce que j'ai vu. Puis c'est resté dans un petit coin de ma tête. Et puis en 2011, j'ai entrepris l'écriture d'une pièce de théâtre qui s'appelle Comme un parfum d'épices dans les odeurs de menthe, que j'ai construit comme un triptyque où on avait un premier volet irakien avec une jeune fille et son fiancé qui, pour des raisons de l'ordre de la vengeance, de l'ordre de l'honneur et du sang, partaient faire la guerre aux Américains et partaient dans un camp d'entraînement. Le deuxième volet, on retrouvait l'Amérique et on retrouvait une jeune fille qui n'intervient pas du tout dans ce volume Chronique des jours de cendre. Et puis le troisième volet qui correspond en fait au soldat revenu chez lui, malade, complètement démoli par ce qu'il a vécu en Irak. Ça, c'était donc ce triptyque que j'avais construit pour en faire une pièce de théâtre. Et puis lorsque cette pièce a été primée. Et un des membres du jury m'a suggéré en disant, écoute, tes personnages, on s'y attache et c'est dommage de les cantonner simplement à des silhouettes à la merci d'un metteur en scène. Est-ce que tu n'as pas l'idée d'en faire soit un scénario de film, soit éventuellement un roman? Alors c'est resté dans ma tête en 2012. Et puis il y a plusieurs choses qui m'ont décidé à passer à l'acte de l'écriture. C'était d'abord, je suis tombée sur une série de photos de Sarah Noche, qui est une photographe reporter qui a fait des photos de soldats, enfin pas de soldats, mais de gens de la rue, d'enfants, de femmes, qui s'appelle l'Irak blessé. Et ces photos sont d'une telle force que ça m'a retitillé. Et puis ensuite, je suis tombée, j'ai relu le petit manuel de torture à l'usage des femmes soldats d'une femme américaine, en fait, qui s'appelle Coco Fusco. Et cet ouvrage montre comment les Marines américains forment les femmes spécifiquement pour avilir de façon sexuelle les prisonniers politiques et gagner du renseignement. Bon, ça a été un deuxième déclencheur. Et puis le dernier déclencheur, c'est amusant. En fait, c'était un roman d'Amélie Nothomb qui m'est tombé entre les mains, qui s'appelle Une forme de vie, où un soldat irakien retourné aux États-Unis lui écrivait des lettres, et ça m'a remis dans l'idée que ce serait bien intéressant de se pencher un peu sur le sort de ces soldats. Et comme le hasard avance toujours masqué, j'ai ouvert un livre consacré à la Pinacothèque de Munich et je suis retombée sur une huile sur bois d'un miniaturiste du XVIe siècle, Albrecht Alldorfer, c'est un tableau qui s'appelle La bataille d'Alexandre, et c'est un tableau, je vous conseille d'aller le voir et vous comprendrez en fait ce qui m'a poussée. En fait, c'est l'armée d'Alexandre qui va combattre Darius. Et donc ça se passe dans les mêmes la même région, dans les mêmes lieux. Et finalement, tous ces petits personnages, chacun est un. Donc comme dans l'art des miniaturistes, on voit ses yeux, on voit le casque, c'est pas plus gros qu'une tête d'épingle et pourtant ce personnage existe. Et quand on s'éloigne, ce personnage, il est noyé dans quelque chose qui le dépasse et dont on pressent en fait qu'il va le broyer. Et en fait, c'est la belle formule simul singulis qui veut dire qu'on est seul parmi les autres. Et je me suis dit, ce petit personnage, il a un destin, il a une famille, il est là, et en fait, ce serait intéressant de parler de lui.
Et à partir de là, je me suis mise à me documenter sérieusement, parce que pour la pièce de théâtre, il n'y a pas besoin d'une documentation importante. Là, j'ai fait 6 mois de documentation et je me suis mise à l'écriture. Bon, effectivement, on se rend compte à la lecture que le livre est très documenté. Tout au long de ce roman, donc, vous nous faites partager la vie de Naïm, dont le père vient d'être tué par les Américains, et qui décide de rejoindre ce qu'on peut appeler la résistance. Sorab, sa fiancée, qui veut l'accompagner dans cette aventure, et dans l'autre camp, le sergent Nico Barnes du corps des Marines. Alors, comment est-ce que vous avez construit ces personnages ? Alors, de façon vraiment flemmarde, je suis repartie des personnages de la pièce de théâtre. Donc, mais je crois que vous vantez, je pense que vous êtes tous sauf flemmard, Louise Caron. En fait, ce qui m'a intéressé, c'était d'avoir des jeunes de part et d'autre. Le Nico Barnes a 29 ans. Le fiancé de Zorab, Naïm, doit en avoir 28. Elle en a 22. Et ce sont des jeunes qui, pour la plupart, pour les Irakiens en tout cas, n'ont rien connu d'autre que la guerre depuis qu'ils sont nés. Des guerres à répétition contre plein de pays différents, mais la guerre et l'embargo. Et d'autre part, en ce qui concerne le sergent Barnes, lui, il vient du sud profond des États-Unis, ce sud misérable où les petits blancs n'ont aujourd'hui et n'avaient pas il y a 10 ans plus d'espoir de trouver un métier. Alors, quoi faire quand on ne sait rien faire en dehors de vider des poubelles dans les supermarchés, de curer les égouts, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il a décidé à 17 ans de s'engager dans l'armée. Il a été envoyé en Afrique, puis en Bosnie, et puis il a démissionné parce qu'il s'est rendu compte que ça le traumatisait. Mais après avoir épousé une femme qui pour lui représente son avenir, il espère construire quelque chose et il espère qu'il va trouver enfin sa chance. Et la chance se refuse parce qu'on ne lui propose toujours rien. Et il ne trouve aucun boulot. Et comme il en a assez de voir sa femme aller supplier le banquier d'ajourner le fait de les expulser de leur maison, eh bien, il décide de nouveau de s'engager dans l'armée. Et 1 an après, il est envoyé à Bagdad. Voilà. Et au moment où commence l'histoire, il se demande quand même un peu ce qu'il fait là. Alors, je trouvais que c'était un personnage intéressant. D'abord parce que je me demande s'il vous ressemble pas un peu. En tout cas, il aime bien Steinbeck. Et bon, je sais que vous avez quand même des affinités avec la littérature et le théâtre nord-américain. Donc, je me suis dit que dans ce personnage de Nico Barnes, il y avait peut-être un tout petit peu de Louise Caron. Probablement. Enfin, disons qu'on n'invente jamais rien ni personne, donc on a des sources forcément. Oui, pour moi, Nico Barnes, en fait, c'était pas quelqu'un de cultivé, mais c'était un autodidacte. En fait, il a un désir. Ce Nico Barnes, c'est un garçon qui est né alors que son père était déjà mort, donc sa mère l'a eu alors que son père était déjà décédé, aussi donc dans une guerre américaine. Et ce garçon qui a vécu sans père, entouré d'une mère qui lui a inculqué les vertus masculines, parce que il vivait dans le milieu des ranchers, qui est un milieu quand même assez machiste et difficile. Et lui, en fait, ce qu'il aurait voulu, c'est être poète, écrire. Et du coup, il se retrouve dans l'armée avec des gens plus jeunes que lui, mais finalement, pour lui, ce qui est important, ce serait de réussir à écrire l'histoire de son père, l'histoire de la misère. Et il est tombé, pendant qu'il était en prison quelques années avant, pour avoir fichu un coup de poing dans la figure de l'adjoint du shérif. Eh bien, il est tombé à la prison, à la bibliothèque, sur les raisins de la colère. Et depuis, il relit ce livre en boucle et il se dit, ma rédemption, ma réussite passera par l'écriture. Un jour, je deviendrai un écrivain célèbre et je plaquerai l'armée et je pourrai satisfaire tous les désirs de la femme que j'aime.
Autre personnage intéressant, c'est le personnage de Naïm, là, qui en réaction à la mort de son père va rejoindre l'un des nombreux groupes armés, là, plus ou moins islamistes, qui sévissent à cette époque à Bagdad. Et c'est quand même une attitude très surprenante. Là. Alors c'est là où on peut faire le lien avec le roman de Phanta Ang. C'est un garçon qui est cultivé, qui a une grande sensibilité artistique. Hein, c'est un artiste qui est loin du fanatisme religieux et qui, à la suite de l'assassinat de son père par les Américains, va basculer du côté obscur, là, hein, qui se radicalise, pour employer un mot à la mode, qui se laisse phagocyter par l'esprit de vengeance. Naïm est cultivé, Zorab est cultivé, mes deux Irakiens sont cultivés. Naïm est dans une famille musulmane, alors que Zorab est dans une famille chrétienne orthodoxe. Le père de Zorab est un virologiste et lui, il est d'origine kurde et chrétien orthodoxe. Et j'ai pas voulu justement que Zorab soit musulmane pour pas tomber dans des espèces de clichés. Ouais. Oui, mais en même temps, ça permet de se représenter un peu la complexité, voilà. Non pas globale, mais individuelle. Hein. Chaque individu, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, chaque individu dans cette histoire porte à l'intérieur de soi l'ensemble du problème. Tout à fait. Et Naïm, qui est un sculpteur, qui est un poète, il sculpte la pierre et les mots, comme je l'ai écrit. Ce garçon, quand il voit le corps de son père massacré sous les balles américaines, quand il découvre les entrailles de son père, se dit c'est contre nature. Et à partir de là, naît en lui un désir non pas de se venger lui personnellement, mais de venger son sang. Et en fait, c'est une sorte de code de l'honneur. Et comme à l'époque, il y a des recruteurs qui sont à l'affût justement de jeunes gens qui présentent des failles à un moment donné, ils se laissent entraîner par la propagande et ils pensent qu'il va suffire qu'il tire une fois sur un Américain et puis que le tour sera joué. Et puis voilà, il aura vengé son père. Mais finalement, quand il se retrouve après, bon, je vais pas raconter toutes les péripéties, mais en fait c'est un peu des pieds nickelés. Ce groupe islamiste, ils sont très très mal organisés. Ils savent pas très bien comment faire la guérilla, etc. Malgré le séjour dans le camp d'entraînement, ils savent pas trop. Et Naïm, peu à peu, se dit mais qu'est-ce que je fais avec ces gens-là? Mais il veut pas en démordre parce que en fait il a sa fierté de mâle, sa fierté de fils, de frère, et pour lui il ne peut pas y avoir de salut en dehors de peut-être mourir pour venger son père. Ça c'est l'idée. C'est stupide. Et Zorab s'en rend compte et peu à peu elle essaie de le dissuader, de lui expliquer que avec la violence, on n'engendre que la violence. On ne peut pas venger quelqu'un. Et en fait, il se pose la question de qu'est-ce que c'est un ennemi ? Voilà, comme quoi la culture ne nous met pas toujours à l'abri de notre cerveau reptilien. Tout à fait. Louise Caron, Chronique des Jours de Cendre, donc c'est publié aux Forges de Vulcain. Alors une dernière question, si vous le permettez, je crois qu'il nous reste une toute petite minute, qui n'a rien à voir avec le roman, car vous n'êtes pas que romancière, ce qui est déjà beaucoup, et je sais que le théâtre est une autre de vos passions. Que proposez-vous en ce moment avec la compagnie T2A, et où peut-on vous voir sur scène? Alors pour l'instant, bon, après le succès de Pages arrachées 1914-1915 qu'on avait proposé en 2014. On est sur la répétition d'une pièce qui s'appelle Entre le diable et la mer bleue profonde, qui a été écrite par mon époux Michel Caron, et donc que je mets en scène. On est en répétition. Elle sera visible à partir du mois d'octobre dans toutes les bonnes salles. Voilà, écoutez, rendez-vous au mois d'octobre pour ne pas manquer cet événement. Voilà, la voix au chapitre s'éteint pour aujourd'hui.
Merci à Marie Dière de l'association Graines de Lyre qui est restée sagement derrière son micro pour écouter l'émission. Vous auriez pu intervenir, Marie. Merci à Cathy Rouverol à la technique. Merci à Chanta Hang pour son très beau témoignage sous le voug meurtrier dans les rizières rouges. Merci à Louise Caron donc pour la chronique des Jours de Cendre. Merci à André Gardy que nous avons eu au téléphone pour la source du diable. Et puis merci surtout à vous tous, auditeurs fidèles. Nous nous retrouvons le mois prochain, même endroit, même heure. Au revoir à tous.